Parfait, bonjour à tous. Je voulais commencer cette petite introduction, petit talk par une petite introduction déjà. Donc moi je suis Antoine, je suis architecte solution chez AWS, Mob Services. Je travaille avec, j'ai travaillé beaucoup avec les clients médias pour le secteur public en France et je voulais vous partager un petit peu mon expérience de comment est-ce que l'on fait du streaming vidéo à grande échelle sur Internet et qu'est-ce qu'il faut voir. Voilà. C'est quoi le problème fondamental quand on veut faire du streaming vidéo ? Eh ben, c'est un gros problème de taille. Vous prenez une vidéo en haute définition. Ça veut dire quoi ? C'est une vidéo qui fait en 16/9 1280 par 720 pixels de dimension. Chaque pixel se compose de 3 couleurs, codées chacune sur 8 bits, le rouge, le vert et le bleu, et la mélange de ces 3 couleurs, par synthèse additive, on obtient une grande majorité des couleurs du spectre visible. Si je prends du coup mon image en haute définition, j'ai 921 600 pixels par image. Si chaque pixel est codé sur 24 bits, 24 bits, 8 pour le rouge, 8 pour le vert, 8 pour le bleu. Ça me fait une taille d'environ 2,64 mégaoctets par image. Si je prends un rythme de 25 images par seconde, qui est le minimum pour pouvoir voir les mouvements de manière assez fluide, alors aujourd'hui on est plus sur du 30, mais on prend 25 pour cet exemple-là, on obtient 66 mégaoctets de données par seconde de vidéo, ce qui nous fait 234 gigaoctets par heure de vidéo pour la haute définition. Si on prend du Full HD, 1920 par 1080 pixels, eh bien ce volume monte à 521 gigaoctets par heure de vidéo, pardon. Enfin, ça fait à peu près 150 mégaoctets par seconde de vidéo pour de la Full HD à un rythme de 25 images par seconde. Ce qu'on voit aujourd'hui on est plus sur du 30 images, voire 60 images par seconde. Ça vous donne une idée de à quel point la quantité de données peut vite exploser. Et donc, comment est-ce qu'on va transmettre toute cette information sur Internet ? Je connais aucun fournisseur d'accès à Internet qui fournit 64 mégaoctets par seconde de bande passante partout en France. Pour l'audio, on a le même souci. L'audio, la différence, c'est qu'on a un signal, une sinusoïde, échantillonné à 44 100 Hz, donc 44 100 échantillons par seconde. Chaque échantillon est codé sur 16 bits, ce qui nous fait un total de 86 kilooctets par seconde pour de l'audio, soit 302 mégaoctets par heure par piste audio. Donc, il va falloir compresser tout ça pour pouvoir le transmettre efficacement et à grande échelle. Et tout le but de ce talk, c'est de vous montrer quelles sont ces techniques de compression, comment ça fonctionne et comment c'est implémenté à l'échelle. Avant de se plonger dans les détails, il faut voir comment est constitué un fichier multimédia. Dans un film, on va retrouver les images de la vidéo, une séquence d'images fixes, 25 images par seconde, que l'on va jouer. Cette séquence d'images, elle va être compressée par un algorithme qu'on appelle un codec, c'est l'acronyme de codeur-décodeur. Et ces codecs, le principe, c'est qu'ils vont jouer sur les limites de la vision humaine et sur la théorie de l'information de Claude Shannon pour pouvoir dégrader de l'information dans la vidéo de sorte à maximiser le taux de compression. C'est pour ça que certaines séquences vidéo des films d'une heure ne font que 700 mégaoctets et pas 260 gigaoctets. On va ensuite retrouver des pistes audio. L'audio en français, l'audio en anglais. Et pareil, chacune de ces pistes audio va être compressée par un codec. Là, le codec ne joue plus sur les limites de la vision humaine, mais sur les limites de l'audition humaine. Par exemple, les fréquences plus basses que 20 Hz, on ne les entend pas. Et celles qui sont plus hautes que 16 000 Hz, on ne les entend pas non plus. Donc on peut déjà enlever tout ça du signal pour dégrader de l'information, sans pour autant que ça soit perceptible pour nous, êtres humains. Et donc les exemples de codecs les plus connus, le MP3, le Vorbis ou le AAC pour l'audio, ou le H264, également appelé MPEG 4
pour la vidéo, plus récemment H.265 et pour les plus anciens, les codecs Windows ou AV1. On va également retrouver des sous-titres, des informations de sous-titrage, de chapitrage, peut-être dans les DVD également. Vous avez regardé quand vous pouvez sauter du chapitre 1, chapitre 2 dans les DVD. Et bien pareil, ce sont des pistes d'informations supplémentaires que l'on retrouve dans les fichiers. Et chacun de ces petits blocs-là, c'est ce qu'on appelle un elementary stream, un flux élémentaire. Les images, l'audio, le chapitrage, le sous-titre. Et c'est empaqueté dans un fichier dit conteneur. Et le but de ce fichier conteneur, c'est de synchroniser tous ces éléments les uns avec les autres, faire en sorte que l'audio ne soit pas décalé avec la vidéo, que les sous-titres correspondent bien à ce qui est dit à l'écran, et que tout soit correctement calé dans le temps. Les exemples de conteneurs les plus connus, c'est le fameux AVI, MOV, OGG, que vous avez sûrement déjà vu sur vos ordinateurs. Et donc pour résumer, c'est un conteneur qui contient des elementary streams qui sont pour l'audio et la vidéo compressés par des codecs. C'est comme ça que fonctionne un flux vidéo une fois qu'il est prêt à être diffusé. Un codec, comment ça marche? Eh bien, l'idée du codec, c'est que on va chercher à dégrader au maximum l'information pour pouvoir augmenter le taux de compression de l'audio et de la vidéo. Et pour ce faire, on va utiliser plusieurs techniques combinées les unes avec les autres. La première technique, ça va consister à enlever les détails imperceptibles de l'image. Dans le cadre de cette démonstration ici, je vais me focuser sur les images, mais il y a des techniques similaires pour l'audio. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va utiliser un algorithme qui s'appelle la transformée en cosinus discret. Et au-delà de ce nom barbare qui peut-être va effrayer certains d'entre vous, il y a un principe très simple. Vous prenez une image vidéo. Cette image, vous la découpez en ce qu'on appelle des macroblocs, donc c'est des morceaux de 8 pixels par 8 pixels. D'accord. Ce que nous dit la transformée en cosinus discret, c'est que n'importe quel bloc de 8 pixels par 8 pixels peut être vu comme une combinaison de chacun de ces 64 patterns de base ici. Et là, je vous ai fait l'exercice pour le bloc que vous voyez sur l'image là. Voilà ce que donne la transformée en cosinus discret de ce bloc d'image là. On voit ici que, par exemple, le bloc tout blanc ici contribue pour une grande majorité à la forme qu'a l'image. Et après, on voit cette barre oblique, donc ça va être une combinaison de lui et de lui, plus ensuite les détails qui sont rajoutés par une très faible contribution des 64 autres blocs. Le principe, c'est ça, c'est voilà, je combine ces blocs-là, une combinaison linéaire pondérée de ces blocs-là. Bon. Ce qu'on remarque surtout, c'est que les blocs qui contribuent le plus aux images sont ceux qui sont situés dans le carré supérieur gauche, dans le carré de 4 par 4, dans le coin supérieur gauche de mes patterns de base. Et donc l'idée, pour enlever les détails, c'est que je vais appliquer ce qu'on appelle une quantification. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je vais harmoniser mes valeurs. Vous avez un exemple avec des couleurs en haut. J'ai 3 teintes de rouge et 2 teintes de jaune. Eh bien, je vais dire que pour ces 3 teintes de rouge, je vais sortir uniquement la teinte du milieu. Et que pour mes 2 teintes de jaune, je vais sortir uniquement la teinte jaune plus foncé. Eh bien, on va faire la même chose ici. Je vais prendre des échelles de valeurs. Et dire par exemple que tous les coefficients entre 0 et 5 seront codés par 0. Et donc, ça signifie que tous les tout petits coefficients que l'on a dans la fin, dans le coin inférieur droit de ma table, je vais pouvoir les annuler entièrement. Et vous avez le résultat de ce processus sur l'image de droite. Avant d'appliquer la quantification, j'avais les 64 coefficients qui étaient non nuls, peut-être à une valeur très faible, mais non nuls. Après la quantification, il ne m'en reste que 13. Les 13 coefficients qui ont le plus de contribution. Et on remarque ici qu'ils sont concentrés dans
le premier carré de 4 par 4 du coin supérieur gauche. Et donc voici le résultat avant et après la quantification. La transformée en cosinus discret dispose d'une inverse. Ça veut dire que je peux également reprendre mes coefficients et retrouver l'image d'origine. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai inversé le processus pour retrouver l'image d'origine. Et on se rend compte que c'est assez fidèle. On a quelques artefacts, mais ça c'est normal parce qu'on a dégradé l'information malgré tout. Mais on reconnaît notre image source et si on regarde de loin, je suis même pas sûr qu'on puisse percevoir les détails. Ici, vous avez, rappelez-vous, un bloc de 8 pixels par 8 pixels, très grossi, donc c'est pour ça que ça nous paraît flagrant ici, par exemple, mais de loin, sur un petit écran, on ne voit pas la différence. Mais l'avantage, c'est que pour pouvoir transmettre ça, il fallait que je transmette 64 coefficients, les 64 coefficients de ma transformée. Ici, je n'ai que 13 valeurs à transmettre pour pouvoir reconstituer cette image dégradée. Ça veut dire que j'ai divisé la taille de mon message par 5 déjà. Donc mes 64 mégaoctets par seconde que j'avais au départ ne deviennent que 10 mégaoctets. Ensuite, il y a une deuxième chose sur laquelle on va pouvoir agir, c'est la couleur. Vous prenez une image et on peut extraire les trois canaux de couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Et l'idée derrière ça, c'est que ce rouge, ce vert et ce bleu, c'est un triplet de valeurs, c'est-à-dire un vecteur. Qui dit vecteur dit espace vectoriel et dit transformation. Prenez par exemple les coordonnées cartésiennes, vous connaissez le x, le y. Eh bien, pour ceux qui ont fait de la mécanique, on a également les coordonnées polaires, r, θ, qui, pareil, représentent la position d'un point dans le plan, mais avec une représentation qui rend ces coordonnées plus simples quand on a des systèmes en rotation, par exemple. Eh bien, on peut appliquer ce même principe pour la couleur et transformer le rouge, le vert et le bleu dans une nouvelle base qu'on appelle la luminance-chrominance. Et si je fais cette transformation ici sur mon image, j'obtiens 4 canaux ici. 3 canaux ici, un canal de luminance ici et 2 canaux de chrominance. La luminance indique la luminosité d'un pixel et les 2 canaux de chrominance indiquent la teinte, la couleur. Enfin, c'est plus du rouge, la famille du rouge, la famille du bleu. Et là, est-ce que c'est sombre? La luminance, c'est la fameuse image en noir et blanc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend dans cette décomposition? Oui, parce qu'effectivement, la teinte peut être représentée avec 2 couleurs. Non, ce qui est surprenant ici, c'est qu'on a l'impression, quand on regarde les images, que la luminance, donc l'image en noir et blanc, est beaucoup plus détaillée que mes 2 images en chrominance. Ça nous paraît plus nébuleux, on ne sait pas trop ce qu'il y a, on distingue une maison, on distingue des montagnes, mais on voit pas trop les détails. Par exemple, si je compare ici, on voit les clôtures, on les voit pas vraiment ici sur les images de la chrominance. Et ça, c'est intrinsèque à la vision humaine. L'œil humain distingue beaucoup plus efficacement les variations de luminosité que les variations de teinte. Et ça, c'est très bon pour nous. Parce que j'obtiens ici, du coup, 3 canaux, donc 3 images différentes. La fameuse transformée en cosinus discret qu'on a vu précédemment, je vais l'appliquer une fois ici, une fois ici, une fois ici. Mais comme je suis beaucoup moins sensible aux informations de couleur ici, je vais pouvoir être beaucoup plus agressif sur les coefficients que je vais éliminer là et là. Et donc, je vais avoir besoin de beaucoup moins d'espace pour coder ces 2 canaux-là. Et donc, on va avoir sur mes 24 bits de mon pixel, je vais pouvoir allouer la moitié, par exemple, 12 bits pour coder la chrominance, et être du coup beaucoup plus fin ici dans la dégradation pour pas perdre trop de qualité, parce que c'est ça, c'est ce à quoi mon œil est sensible, mais je vais pouvoir mettre beaucoup moins d'espace ici, 6 bits respectivement par pixel, pour coder la chrominance. C'est ce qu'on appelle une décomposition en 4-2-2.
Et donc pareil, j'applique ensuite ma transformée en cosinus discret en étant plus ou moins agressif en fonction du canal sur lequel elle est appliquée. Et enfin, la dernière astuce pour la vidéo, ça repose sur ce qu'on appelle la redondance temporelle. Le principe, c'est quoi? Quand vous avez une séquence vidéo, eh bien, vous avez une image qui va ressembler considérablement à l'image précédente. Par exemple, prenez la caméra. Moi, quand je bouge, la caméra capte mes mouvements, mais le fond d'écran, par exemple, ne change pas. Donc, ça ne sert à rien de renvoyer toute cette information qui ne change pas, parce qu'on peut la récupérer depuis l'image précédente et la réutiliser dans les images suivantes. Et là, vous avez ici un exemple extrait du film Open Source Elephant Dream, où vous avez l'image à l'écran et vous avez ici la différence avec l'image précédente. Et l'idée, c'est de dire que tout ce qui est en noir, c'est ce qui n'a pas bougé, donc c'est ce que je n'ai pas besoin de retransmettre. Ça, c'est le principe de base. Et dans le cas de la vidéo, on va aller encore un peu plus loin. C'est que, vous vous souvenez des macroblocs de bipixel par bipixel? Eh bien, avant de coder cette différence, je vais chercher dans l'image précédente quel macrobloc correspond le plus à celui que je cherche à coder. Par exemple, imaginez un macrobloc représente ma main dans l'image précédente. Dans l'image suivante, ma main est décalée là. Du coup, je vais avoir ce macrobloc ici. On va essayer de chercher dans l'image précédente où il est. Et on va dire, eh ben, tu as bougé de 5 cm sur la droite. La gauche pour vous, mais la droite pour moi. Et donc, quand je vais coder ça, je vais dire, pour coder ce macrobloc-là, tu prends les données d'il y a 5 cm à gauche de l'image précédente, plus la différence pour afficher les tout petits mouvements. C'est ce que je vois ici. Ce macrobloc-là correspond à ici dans l'image précédente et je code simplement la différence. Quand je code la différence, eh bien, voici ce qu'il reste d'informations utiles dans mon image par rapport ici à la différence, sans la compensation de mouvement, avec compensation de mouvement. Même principe, tout ce qui est en noir, c'est ce que je n'ai pas besoin de retransmettre, c'est 0. Et pareil, cette image-là, je vais appliquer la transformer en cosinus discret sur les 3 canaux, le canal de luminance et les 2 canaux de chrominance. Et je vais du coup pouvoir éliminer énormément, pareil, de coefficients dans ma transformée en cosinus discret parce que j'ai beaucoup de macroblocs où c'est que du noir, j'ai pas de valeur, j'ai que 0. Donc je peux tout éliminer. Pourquoi je cherche à éliminer toutes ces valeurs-là? Eh bien parce que j'ai pas codage entropique? Non, je sais pas comment c'est après. Je vais faire codage entropique avant. Pourquoi? Parce que je vais chercher à compresser au maximum les images. Et l'idée derrière la compression, c'est que les séquences de valeurs qui se répètent, je vais l'écrire une fois et dire répète-le X fois. Par exemple, j'ai pris ici les coefficients de la transformée en cosinus discret du premier exemple. Vous savez, avec l'image espèce de rond. Bon. Une fois qu'ils ont été dégradés. Eh bien, j'obtiens 13 valeurs, mes 13 valeurs ici utiles. Puis ensuite, j'ai que des zéros. Oui, parce que c'est le coin inférieur droit et on avait vu que tout avait été annulé par la compression, par la dégradation, pardon. Donc, ce que je vais coder ici, c'est les 13 valeurs et puis je vais dire 0 répété 55 fois. Donc, au lieu d'avoir besoin de 68 octets pour transmettre mes coefficients, je n'en ai besoin ici que de 13, 15 éventuellement, 5 ici pour dire 55 et là pour dire 0. Donc on passe de 68 à 15 octets. C'est ce qu'on appelle le codage entropique RLE. Et derrière, une fois que tout est dégradé, eh bien si j'ai un bloc qui est que composé de noir, donc que des zéros, et je vais dire tu prends 0, tu le répètes 64 fois et ton bloc est codé. 2 octets versus 64 précédemment.
Et donc, dans une séquence vidéo, on va combiner toutes ces astuces-là pour compresser considérablement nos images. Et une séquence vidéo se compose de plusieurs, ce qu'on appelle groupes d'images qui ont la structure suivante. Je vais commencer par coder une image de référence, sans compensation de mouvement, juste la transformer en cosinus discret de l'image générale, sans chercher à optimiser avec l'image d'avant, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle une image de référence. C'est une image JPEG classique, comme vous l'auriez avec votre appareil photo, par exemple. D'accord ? Ensuite, je vais coder les images suivantes avec de la compensation de mouvement en me basant sur cette image de référence. Donc là, j'applique la recherche de macroblocs, la prédiction de mouvement, et puis je code les fameuses images quasiment toutes noires, qui du coup ici ne pèsent quasiment rien. La différence entre le P et le B, c'est que l'image P regarde dans le passé, l'image B regarde dans le passé et dans le futur pour encore améliorer la compression. C'est le même principe, sauf qu'on regarde également ce qu'il y a après. Et en général, ça forme des groupes de entre 24 et 90 images. Et puis, je recommence avec une nouvelle image de référence pour éviter que les quelques erreurs qui se sont forcément glissées à cause de la compression se répercutent et s'accumulent au fur et à mesure du film. Je remets tout à zéro comme ça. C'est ce qui permet également de faire des recherches rapides dans le film sans que l'ordinateur ait besoin de tout redécoder et de tout reconstruire, ce qui prendrait un temps fou. Je me suis fait avoir une fois, par exemple, j'ai enregistré un flux vidéo de 45 minutes, j'avais oublié de mettre des images de référence partout, et donc du coup, impossible à éditer, vu que l'ordinateur n'arrivait pas à reconstruire le flux vidéo. Suivant. Alors maintenant qu'on a vu un peu comment fonctionnaient les codecs, je vais vous parler maintenant des infrastructures de diffusion. Et le concept général, c'est la chaîne over-the-top OTT. C'est l'équivalent du modèle OSI de la diffusion vidéo sur Internet. Et elle se compose de 4 composants: l'encodage, le packaging, l'origination et la distribution. L'encodage, ou l'encodeur, c'est la phase qui consiste à prendre un flux vidéo brut d'entrée, donc le fameux flux à 264 gigaoctets par heure, et d'appliquer les codecs sur les différents élémentaires streams. C'est là où on appliquera l'encodage pour les images, pour le son, etc. Et on va pouvoir, en fonction de l'agressivité des codecs, dégrader plus ou moins l'information de sorte à compresser de plus ou moins les images. Par exemple, on a le codec en Ultra HD où on va très peu dégrader, le codec en haute définition où on va dégrader un peu plus, et le codec en simple définition où là on va être très agressif pour pouvoir transmettre les images en simple définition sur des petites connexions Internet qui sont relativement lentes. Et on applique le même principe pour l'audio. Ce flux de référence, on appelle ça le flux mezzanine. Et du coup, l'encodeur, c'est le composant qui consiste à prendre le flux mezzanine et le compresser à l'aide de codecs, comme on l'a vu précédemment. La deuxième étape, c'est le packaging. Le packager, c'est le composant qui va prendre les élémentaires stream compressés, donc la vidéo et l'audio, rajouter les sous-titres, le chapitrage et caler tout ça ensemble. Et on obtient un fichier prêt à la distribution pour la dernière étape. La dernière étape, c'est simplement un serveur web avec potentiellement un CDN pour la mise en cache, at the edge, mais ça reste du trafic HTTP classique à partir du fichier que l'on a sorti. Et ça, c'est la substance de la chaîne OTT. Maintenant, on va avoir 2 problèmes. Problème numéro 1. Comment est-ce que je vais adapter le flux vidéo à la qualité de la connexion Internet du spectateur ? Vous avez tous fait cette expérience sur YouTube où, quand vous avez une connexion qui est plus lente, vous avez une vidéo qui est plus dégradée, moins jolie, mais qui ne s'arrête pas. Ici, on privilégie la qualité, l'expérience spectateur plutôt que la qualité de la vidéo. C'est plus frustrant pour une personne d'avoir une vidéo qui s'arrête versus une vidéo plus dégradée. Et le deuxième problème, c'est quand je fais du live, donc la diffusion en direct,
Comment j'assure une latence minimale entre la captation, la caméra ici, et la diffusion de l'image sur l'écran de mon spectateur. Eh bien, en fait, ça va se jouer sur une configuration de l'encodeur et du packager. L'idée, c'est que notre encodeur va produire des elementary streams de qualité différente. La haute définition, la simple définition. Le truc, c'est qu'on va lui dire, tu vas me les séparer en séquences de 10 secondes, par exemple. C'est le cas dans cette slide-là. Donc, l'encodeur va produire des flux vidéo d'une durée de 10 secondes qui vont se suivre. C'est découpé à la frame près et dans différents niveaux de qualité. Un niveau de qualité, on appelle également ça une rendition. Je vais utiliser ce terme après dans la suite de la conférence. Donc, je vais avoir une rendition en haute définition et une rendition en simple définition. Peut-être là du 1080p et en bas du 480p, par exemple. Et du coup, ces séquences de 10 secondes vont être envoyées au packager qui va les mettre ensemble et produire des fichiers, plein de petits fichiers d'une durée de 10 secondes. Donc, pareil, coupé à la frame près, j'ai la même séquence ici et là, simplement les niveaux de qualité sont différents. Les renditions sont différentes. Et mon packager va également produire un dernier artefact, c'est ce qu'on appelle un manifeste. Il va dire, eh bien, je te propose plusieurs niveaux de définition, plusieurs renditions, avec ici la connexion à Internet requise pour pouvoir les lire efficacement. Et à partir de là, toi, player, tu vas choisir ce dont tu as besoin pour assurer une expérience spectateur maximale. Et ça ressemble du coup à ça. Au final, le player, quand il va lire la vidéo, il va télécharger les chunks 0, 10 secondes, 10, 20, 20, 30, etc. En fonction de la vitesse de la connexion à Internet. Prenons dans l'exemple de la slide. Au début, ça marche très très bien. Et je peux lire du coup ma vidéo en haute définition. Donc les 20 premières secondes, je les lis en haute définition. Sauf que, pendant que je télécharge le deuxième fragment, eh bien je me rends compte que la vitesse de ma connexion à Internet a baissé. J'arrive plus à le télécharger assez rapidement pour avoir du buffer en amont. Et automatiquement, du coup, à l'aide du manifeste, le player va télécharger le fragment 20-30 en simple définition. Comme il est plus compressé, il est plus petit, et donc se télécharge plus vite, malgré une faible connexion à Internet. Comme c'est coupé à la frame près, ça ne fait aucune différence pour le spectateur dans l'expérience film, c'est juste l'image se dégrade un petit peu, mais c'est tout. Et puis, pendant qu'on avait téléchargé ce fragment, on s'est rendu compte que notre connexion s'est restaurée à ce qui était avant, et du coup, je repasse sur la haute définition pour augmenter la qualité de ma vidéo. Et ce principe-là, ça a donné lieu à plusieurs standards. Le plus utilisé, c'est le HLS, HTTP Live Streaming de Apple, et on va avoir également le DASH, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP de Google. Il y en a d'autres, le Microsoft Smooth Streaming et le CMAF, qui sont beaucoup moins utilisés de nos jours. Maintenant, c'est la démonstration. Je vais vous montrer un petit peu comment tout cela fonctionne en réel. Donc ici, dans cette démonstration, je vais utiliser un encodeur en ligne qui s'appelle Amazon Elemental Media Convert. C'est un encodeur fichier par fichier. Je vais lui donner un fichier source, un fichier .mp4, et je vais lui demander de me générer mes fragments HLS avec la configuration que je lui ai donnée. Alors, il faudrait déjà que je retrouve ma souris. Elle est là. Hop, voilà. Donc je vais commencer par lui demander de me créer un job de transcodage. Et je vais rajouter ici un fichier d'input. Voilà, tu es là. Ici, hop.
là, voilà. Et un output group, ça va être du HLS que j'ai demandé. Ok. Et je vais lui demander en dessous les différents. Ici, je peux mettre les différentes renditions que je souhaite. Je vais en générer 4, du 1080p, du 720p, du 540p et du 360p. C'est correspond en fait à la hauteur de l'écran. 1080p, c'est 1080 pixels de hauteur. Ici. Donc là, je vais rajouter ici 1, 2, 3 et 4. Et lui, je vais le configurer grâce à un preset ici, OTT HLS, et je veux le premier c'est 1080p, et comme il n'y a pas de fonction de recherche, je galère à le trouver. Ici, voilà. 1080p, 30 images par seconde, 16 neuvième pour les écrans 16 neuvième, et bitrate de 8,5 mégabits par seconde. Ce que je n'ai pas dit dans la partie encodeur, c'est que on peut estimer quelle doit être la force de la compression pour avoir un débit donné, ce qu'on appelle un bitrate donné. Donc là, je vais le configurer de sorte à ce qu'il me génère des fragments avec un bitrate de 8,5 mégabits par seconde. Voilà. Donc on regarde ce qu'il nous a mis ici. La résolution 1920 par 1080, on va rétrécir éventuellement la vidéo si elle est trop grande. Et le bitrate de 8,5 mégabits par seconde. Il y a plein d'autres options, hein. J'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails des codecs, mais ce que je voulais vous montrer, c'était celle-ci. Les fameux group of images avec l'image de référence, les images prédites, etc. On peut les configurer ici. J'ai une taille de 90 frames par groupe d'images avec à chaque fois trois images de référence et une image bidirectionnelle. Et ça, c'est le preset pour ma Full HD. Je vais faire la même chose pour les autres. Je reprends mon OTT HLS et cette fois-ci, je veux le 720p qui est ici. Donc là, ce que j'ai obtenu, c'est 1280 par 720, 6,5 mégabits par seconde requise. Donc un petit peu moins d'un mégaoctet par seconde pour pouvoir lire cette rendition-là. Étape suivante. Pareil, 540p qui est ici. Là, j'ai besoin de 3,5 mégabits par seconde de vitesse de connexion Internet pour pouvoir le lire sans interruption. Et le dernier, pour les toutes petites connexions, c'est le 360p. Ouais, c'est bien ça qui se situe ici. Non, c'est pas ça. 16 360p, c'est celui-là. C'est celui-là que je voulais. C'est pas la même catégorie, effectivement. Je me disais bien. Alors, le 360p, il est là. 16 neuvième, c'est celui-là. Et là, on a besoin de 600 kilobits par seconde pour pouvoir le lire efficacement dans cette rendition-là. Ah, effectivement. Système AVC, je me disais bien que ça faisait un peu trop. Et donc là, c'est le 540p qui est là. Voilà. Ouais. Ok. Et donc là, on voit quel va être le et voilà. Et là, j'ai configuré mon encodeur. Je vais simplement avoir besoin de spécifier où je sors le fichier et lancer l'encodage. Je ne vais pas le faire en live parce que ça prend plusieurs dizaines de minutes pour la vidéo là. Du coup, je vous en ai préparé un en amont. S'il n'est pas là, il n'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas celui-là, il est là. Il est là. Tac. Non, c'est pas celui-là non plus. C'est pas grave, j'ai mon lien anti-triche. Voilà. Voilà. Donc une fois que mon transcodage a été fait, j'obtiens ici les fichiers qui sont prêts à être diffusés avec les différentes renditions. Plus le manifeste qu'on appelle la master playlist. Et pour chaque rendition, la rendition playlist, c'est évidemment un manifeste pour indiquer dans quel ordre jouer les fichiers.
Quand je vais lire mon flux, je vais d'abord commencer par télécharger cette master playlist ici. Et cette master playlist, on la retrouve ici. Là. Quelle information j'ai à l'intérieur? Eh bien, au-delà de quelques informations sur le versionning, je vais surtout avoir pour chacune de mes renditions la bande passante requise, le codec utilisé, la résolution et le framerate de 25 images par seconde dans ce cas précis. Ça, ce sont des informations que le navigateur va utiliser pour sélectionner le bon flux vidéo à lire en fonction de la qualité de la connexion Internet dont il dispose. Par exemple, si je veux lire le 1080p, je vais télécharger ce qu'on appelle la rendition playlist pour le 1080p qui ressemble à ça. Et là, pareil, je vais obtenir quelques informations supplémentaires sur ma playlist. Je sais que chaque fragment correspond à 8 secondes de vidéo et que je commence à la toute première séquence, donc c'est le début du film. Et donc, du coup, ici, les 8 premières secondes, c'est le fichier HLS 1080p 001.ts. Les 8 secondes suivantes, le 2, le 3, le 4, etc. Et ainsi de suite. Et pareil pour les autres renditions. Pour le 360p, eh bien, ça sera HLS 360p 01, 2, 3, 4, 5. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, eh bien, voici Big Bug Bunny ici en 360p, donc très compressé. On voit, hein, quand on regarde de près les détails sur la vidéo, on voit que c'est un petit peu pixelisé sur les bords, c'est pas très net au niveau de la pomme, ce genre de choses. Parce que c'est une très forte compression des images. Et quand je joue la séquence, j'ai 8 secondes de vidéo. Voilà. J'ai la même ici en 1080p. On voit déjà que c'est beaucoup plus net, il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus fin dans les images. Mais surtout, quand je joue la séquence, vous remarquerez, c'est exactement la même à la frame près. C'est pour ça qu'on peut entrelacer les différentes renditions sans que ça paraisse bizarre pour le spectateur. Et je voudrais vous montrer maintenant un vrai player HLS, voir comment ça fonctionne. Donc ce film-là, je l'ai exposé sur Internet une fois que j'ai fait ma rendition. Et voici ici une démo d'une librairie JavaScript qui s'appelle hls.js qui permet d'interpréter et de créer des lecteurs vidéo avec ces différentes technologies-là. Et ce qui est intéressant ici, c'est ça, non, c'est pas celui-là, c'est, il est où? Playback, non, il est là, buffer and statistics non plus. Je voulais vous montrer les séquences vidéo. Pardon? Timeline. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ce player-là va interpréter le manifeste et télécharger les différentes séquences vidéo. Je vais lancer la lecture. Voilà. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai une bonne connexion Internet, donc il m'a chargé, ici, chaque carré correspond à une séquence de 8 secondes, il m'a chargé le 1080p. Je vous active la thèse. Et je vais maintenant rajouter une limitation de ma connexion à Internet. Ah, oui, ma souris. Voilà. Ici, throttling. Et je vais le mettre sur la regular 4G, donc limité à 4 mégabits par seconde de download. Pour le moment, on reste sur du 1080p parce qu'on a un petit peu d'avance dans le buffer, donc on va pouvoir lire. Mais quand on va arriver à la fin, il va se rendre compte qu'il aura de plus en plus de mal à télécharger les séquences en 1080p et qu'il commence à télécharger celles qui correspondent à 4 mégabits par seconde, le 480p ici. On voit, hein, sur la page, les séquences commencent à arriver pour le 480p. Et vous allez voir dans la vidéo
dans une petite dizaine de secondes, on va passer sur une qualité d'image plus faible. Alors, légèrement plus faible. Alors, on va essayer de le surveiller pour qu'on puisse le voir. Voilà. Ça va arriver là. Et voilà, ça s'est dégradé. Ça, alors c'est très subtil hein, parce que la compression, rappelez-vous, elle agit sur les détails qu'on ne voit pas, mais on le voit un petit peu que c'est déjà un petit peu plus dégradé. Quand je repasse ici, je vois qu'effectivement, là, je suis en train de lire la séquence en 480p. Voilà comment fonctionnent quelles sont les bases de la diffusion vidéo sur Internet. Je voulais conclure par une sorte de question, si vous en avez. Je vous remercie. Ouais. Oui. Non, parce que alors pour les éléments, l'audio et la vidéo. Donc la question c'est à aucun moment est-ce qu'il y a-t-il des timecodes qui permettent de synchroniser l'audio et la vidéo si jamais on perd. En fait, il y a deux choses. Dans les fichiers .ts, les Elementary Stream, les images et la vidéo sont synchronisées par le conteneur, le fichier .avi. Et ça, c'est le packager qui le fait. C'est écrit en dur dedans, de sorte à ce qu'on ne puisse pas se tromper. Et après, dans le cas de HLS où on assemble petit à petit les fichiers, eh bien, je sais que chaque fichier correspond à 8 secondes de vidéo, donc 8 x 5, enfin, je sais exactement le nombre de frames où ça correspond. Et donc, à partir de là, quand je bouge par exemple à 1 minute 30, je peux calculer, 1 minute 30, ça se trouve dans tel numéro de séquence, donc tel fichier, et donc, je sais que dans ce fichier-là, j'ai les frames X à X plus 50 par exemple, et donc dire c'est exactement cette frame-là dans ce fichier-là, et comme l'audio et la vidéo sont synchronisés par le packager, c'est cette séquence audio-là. Ouais. Ça peut être dû à plusieurs choses. Peut-être un bug dans le décodeur qui fait par exemple une fuite de mémoire ou un truc comme ça qui fait qu'il perd un petit peu la synchro temporelle. Ça peut être dû à une erreur aussi dans le packaging. La cause, ça peut vraiment, c'est multiple. Hein. Il y a plein de choses comme ça. Après, bien sûr, on peut jouer avec le paramètre du player pour décaler, recaler, des choses comme ça. Peut-être des fois, pareil, c'est le player hein, qui est mal configuré, qui décale ou qui décale au fur et à mesure du temps. C'est multiple comme cause. Ouais. Alors, fichier TS, c'est ce qu'on appelle. Oui. Ouais. La question, c'est est-ce que les fichiers TS utilisent un format spécifique pour packager ou est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fichier conteneur, le .ts, c'est bien séparé des Elementary Stream. Et fichier TS, c'est un format qui est très utilisé dans les DVD, la transmission vidéo, pour le faire. Donc c'est la façon dont ça fonctionne, ça dépend en fait de l'algorithme du conteneur. Par contre, là où c'est intéressant au niveau du fait d'avoir cette distinction conteneur Elementary Stream, c'est que si tu veux changer le format du conteneur, tu prends en fait les flux vidéo tels quels, sans les toucher, et tu les remets dans l'autre conteneur. Ce qui fait que c'est extrêmement rapide. Par exemple, convertir un point AVI en point MOV, comme tu n'as pas de nouvelle compression, ça se fait quasiment instantanément. Par contre, si tu dois changer le codec, là, c'est beaucoup plus long. Ouais. Sur la partie codec, la partie sur les conteneurs du coup, enfin le HLS, le Dash, c'est ça.
C'est surtout... Alors, le principe de fonctionnement est similaire. Après, ça va se jouer sur comment est-ce que... Enfin, le format du manifeste, le format peut-être des conteneurs que je vais utiliser. Principalement, pourquoi on a tant de formats, c'est par souci d'incompatibilité entre les appareils Google, iPhone. Et maintenant, ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux, mais historiquement, c'était pour ça. Par exemple, le HLS, on ne pouvait pas, enfin le Dash, pardon, on ne pouvait pas le lire sur iPhone jusqu'à récemment. Le HLS, on pouvait, parce que c'est Apple. Ouais. Ouais. Ça peut. Ce qui se passe en général, c'est que quand je fais l'encodage, je génère bien sûr les elementary streams, enfin mes renditions, pardon, pour mes flux HLS. Mais je peux également lui demander de me générer d'autres choses. Par exemple, une capture d'écran toutes les 5 secondes pour pouvoir créer, par exemple, sur YouTube, quand je fais une upload, j'ai une miniature qui est faite un screenshot de ma vidéo, et bien je peux également lui demander à mon encodeur, prends-moi un screenshot à telle période, avec telle taille pour créer ma miniature, pour créer mon fond d'écran, ce genre de choses. Oui. Est-ce qu'il y a une tentative de standardisation? Je suis pas spécialement au courant de telle tentative. Euh, Moi, ce que j'observe, c'est plutôt HLS et Dash qui prennent enfin, qui sont les plus utilisés, surtout HLS, c'est l'un des plus utilisés. Est-ce qu'il y a une tentative de standardisation? Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre. Ouais. Netflix, je ne sais pas comment ils ont fait, mais comme c'est un protocole côté client, quand tu vois un film Netflix, tu peux très bien regarder les requêtes qui sont envoyées, et quand tu télécharges le manifeste, tu sauras si c'est du HLS ou du Dash en regardant le format du manifeste. Oui, ouais, ouais. Non, effectivement, c'est un point que j'ai oublié de mentionner dans la présentation, le problème de la latence dans le live. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la taille des blocs HLS. On n'est pas sur du 10 secondes, on est peut-être sur du 1 seconde. L'inconvénient, c'est que tu es beaucoup plus tributaire de la connexion Internet du Google parce que tu as 1 seconde de délai, donc 1 seconde de battement. Si tu as une toute petite perte de connexion, tu perds ton flux vidéo. Donc c'est une balance entre latence et, la qualité de connexion. La VOD, ça va être des grands buffers pour pas interrompre le film. Sur du Twitch ou des choses comme ça, on va peut-être être sur quelque chose de plus petit. Ouais, du coup. Ouais. Non, un DRM, c'est tu vois les elementary streams, la vidéo, l'audio. Un DRM, c'est ni plus ni moins qu'un chiffrement de ces elementary streams avec une clé. Donc c'est simplement ça. C'est la question. Ensuite, c'est comment est-ce que j'obtiens ma clé. Il y a un protocole de standardisation qu'on implémente sur AWS qui est le protocole SPEAK, qui permet à l'encodeur de parler avec un serveur de clés pour pouvoir récupérer les clés, et on peut également le mettre sur la partie lecteur pour pouvoir également lire le DRM en local. Mais c'est simplement un chiffrement. Ouais. Non, parce que ce qu'on observe, c'est que les bandes passantes augmentent de plus en plus et les codecs s'améliorent. Là, je vous ai présenté H264, donc le MP4, qui il y a déjà quelques années, mais il y a de nouveaux codecs qui arrivent, comme le HEVC ou H265, qui est la suite la version supérieure d'H264, qui améliore encore les performances en jouant notamment sur l'algorithme de compensation de mouvement pour le rendre plus efficace encore.
Et il y a de nouvelles catégories de codecs qui sont en train de se développer, qui se basent sur des réseaux de neurones auto-encodeurs pour pouvoir dégrader l'information encore plus au niveau d'un réseau de neurones, envoyer une information très 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 dégradée au player et réutiliser un réseau de neurones décodeur pour recalculer une image en haute définition de la vidéo, ce qui permet d'envoyer beaucoup plus, enfin d'être beaucoup plus, avoir beaucoup plus de détails avec une connexion encore plus faible. Ça, c'est encore expérimental.